La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparenté. La présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Cette séance nous donne l'occasion de porter un premier bilan sur votre gestion budgétaire de plein exercice, c'est-à-dire sur celle de l'année 2018. Alors, je souhaiterais faire deux types d'observations. Sur la forme d'abord, le calendrier de ce projet de loi de finances rectificatif est tout simplement inédit. Vous présentez le texte en Conseil des ministres le mercredi 7 novembre, vous exigez des amendements pour la commission des finances le 8 novembre, la commission se tient le 9 novembre et la séance ce jour, s'enchevêtrant allègrement avec l'agenda du projet de loi de finances initial pour 2019. À titre de comparaison, en 2015, la séance publique sur le projet de loi de finances rectificative de l'année s'est déroulée entre le 30 novembre et le 4 décembre, c'est-à-dire quasiment 3 semaines avec ce qui se passe aujourd'hui, soit 3 semaines plus tard que cette année, avec un projet de loi présenté en Conseil des ministres le 13 novembre, ce qui laissait du temps aux députés pour examiner le texte. Même constat en 2016, où la séance sur le projet de loi de finances rectificative de l'année s'est tenue du 5 au 7 décembre 2016, avec une présentation du texte en Conseil des ministres le 18 novembre. Même constat en 2017, où la séance publique s'est tenue entre les 4 et 8 décembre, pour un texte présenté en Conseil des ministres le 15 novembre 2017. En procédant ainsi, monsieur le ministre, je dois vous le dire, vous affichez un calendrier au mieux brouillon, au pire peu respectueux du travail du Parlement. J'espère que ce n'est pas le cas. Monsieur le ministre, je souhaite insister sur le fait que ne pas respecter le travail du Parlement, c'est tout simplement ne pas respecter le débat démocratique éclairé dont notre pays a besoin. Toujours sur la forme, je souhaite formuler une deuxième observation. Il n'y aura pas de scrutin solennel pour ce projet de loi de finances rectificative, ce qui fait que votre majorité va le voter quelque part entre 3h et 4h du matin cette nuit, c'est-à-dire en catimini. Les esprits taquins seraient susceptibles d'y voir là une manœuvre de votre part pour échapper à la transparence sur votre gestion pour l'année 2018. Donc la question qui se pose est donc de savoir pourquoi vous en êtes arrivé là. Et la réponse est très simple, parce que, monsieur le ministre, vous faites une fixation sur les décrets d'avance. Vous avez ainsi déclaré le 15 octobre dernier, je vous cite, « vouloir ne présenter aucun décret d'avance et présenter une gestion qui respecte le travail des parlementaires ». Alors, je crois que sur de l'opposition comme de la majorité. Monsieur le ministre, je crois qu'en termes de respect du travail parlementaire, nous en restons sur notre faim. Vous ajoutiez que cela est la preuve que nous avons bel et bien sincérisé les documents budgétaires. Alors, monsieur le ministre, il faut qu'on se dise les choses franchement dans cet hémicycle. Vous vous retrouvez dans une impasse aujourd'hui. Aujourd'hui, 12 novembre 2018, vous vous retrouvez dans une impasse. Il vous manque 163 millions d'euros de crédits budgétaires pour payer les professeurs du second degré d'ici la fin de l'année. Pour que chacun comprenne bien, vous aviez deux options. Soit faire un décret d'avance qui vous aurait permis de débloquer l'argent tout de suite et qui aurait été régularisé avec la loi de finances rectificative qui aurait pu être examinée sans précipitation, soit bâcler le projet de loi de finances rectificative pour être dans les temps afin que cet argent soit débloqué et que les professeurs du second degré puissent être payés d'ici la fin de l'année. Il vous manque également 19 millions d'euros de crédit pour payer les salaires des enseignants du premier et du second degré dans le privé d'ici la fin de l'année. Il vous manque encore 20 millions d'euros de crédit pour payer les salaires dans la recherche universitaire d'ici la fin de l'année. Il vous manque enfin 31 millions d'euros de crédit pour payer les salaires des policiers d'ici la fin de l'année. Enfin, il vous manque 404 millions d'euros de crédit pour financer les OPEX, c'est-à-dire les opérations extérieures, d'ici la fin de l'année. Monsieur le ministre, vous avez été rattrapé par la réalité de votre gestion. Vous n'avez plus assez d'argent dans les caisses de certains ministères pour payer d'ici la fin de l'année les professeurs, les policiers et les chercheurs. Et vous voudriez nous faire croire à nous ici que c'est de la bonne gestion de votre part, au seul motif que vous refusez les décrets d'avance. Mais honnêtement, monsieur le ministre, c'est nous prendre soit pour des naïfs, soit pour des rigolos. Le décret d'avance a été mis en place par la loi organique aux lois de finances en 2001 parce que chacun sait bien qu'on ne peut pas tout décider au 1er janvier.
Chaque Français sait bien que pour gérer son propre budget, il peut être amené à décider des choses en cours d'année qui n'auraient pas été anticipées au départ. Cela n'en fait pas pour autant un mauvais gestionnaire. Monsieur le ministre, vous vous arc-boutez sur les décrets d'avance, ce qui vous conduit à bâcler la loi de finances rectificative pour 2018 jusqu'à lui refuser un vote solennel. Ou pire, vous utilisez les professeurs, les policiers, les chercheurs, les enseignants comme variable d'ajustement de votre rigidité budgétaire, ce qui ne saurait, à mes yeux, s'apparenter à un quelconque sérieux budgétaire. Cela, monsieur le ministre, nous ne pouvons l'accepter. Alors venons-en maintenant au fond. D'abord, les crédits qui vous manquent. Je viens de les aborder. Il manque de l'ordre de 300 millions d'euros pour boucler les salaires de la fin de l'année pour certains fonctionnaires. Cela n'a rien de choquant. Ce qui est choquant, c'est votre façon de procéder en catimini et en n'assumant pas les choses. Deuxième point, les opérations extérieures menées par les militaires français pour assurer notre défense. Jusqu'à présent, ces dépenses supplémentaires pour les OPEX ont été payées par la solidarité nationale, ce que vous ne souhaitez pas poursuivre. Pour autant, l'article 4 de la loi de programmation militaire 2018-2022 dispose, et je vais la citer, « En gestion, les surcoûts nets hors crédit de masse salariale inscrits en loi de finances au titre des missions intérieures et nettes des remboursements des organisations internationales non couverts par cette provision font l'objet d'un financement interministériel. » Pour la première fois, vous ne respectez pas cet article 4 de la loi de programmation militaire qui a été voté récemment. Troisième point, le chèque énergie. Alors là, j'avoue que les bras m'en sont tombés. Votre projet de loi de finances rectificative pour 2018 propose à votre majorité de voter une réduction de 50 millions d'euros des crédits dévolus au financement du chèque énergie via le programme Service public de l'énergie. Cette réduction est incompréhensible. Elle intervient au moment où les Français se rendent compte de l'ampleur des taxes énergétiques que votre majorité a votées. Ainsi, les taxes énergétiques ont augmenté au 1er janvier 2018, elles vont augmenter au 1er janvier 2019, elles vont augmenter au 1er janvier 2020, elles vont augmenter au 1er janvier 2021 et elles vont augmenter au 1er janvier 2022, comme l'a voté votre majorité. Ces augmentations, nous le savons et nous l'avions dénoncé, ne tiennent ni compte du revenu, ni de l'éventuel accès ou pas des Français à un réseau de transport en commun. Elles pénalisent donc de manière injuste les Français qui ont les revenus les moins élevés et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler. Alors vous disposez toujours, je peux le dire au présent, d'un outil de rééquilibrage en direction de ces Français, et cet outil s'appelle le chèque énergie qui a été créé en 2015 par notre majorité via la loi de transition énergétique. Et vous trouvez le moyen, dans ce projet de loi de finances rectificative, de raboter le seul instrument qui vous permet de donner un accompagnement financier aux Français qui ont les revenus les moins élevés. Mais monsieur le ministre, c'est écrit dans les crédits budgétaires. 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 Vous pouvez dire que c'est de la démagogie, c'est écrit dans les crédits budgétaires. Mais monsieur le ministre, comme on n'a pas le temps d'en parler, vous n'aurez peut-être pas non plus l'occasion de vous expliquer là-dessus. Mais toujours est-il qu'il y a 50 millions d'euros qui disparaissent et qui portent sur le programme qui finance le chèque énergie. Pour notre part, face à l'absence de transparence du gouvernement sur les hausses inédites de taxes énergétiques, nous avons mis en ligne un simulateur du pouvoir d'achat que plusieurs milliers de Français ont déjà consulté depuis jeudi dernier. L'adresse, c'est lessocialistttoutattaché.fr/simulateur. Avec comme données votre consommation en chauffage et en carburant, chacun peut se rendre compte de l'ampleur de la hausse des taxes énergétiques votée par la majorité et qui va s'appliquer chaque 1er janvier. Parce que votre décision de couper les crédits au chèque énergie est incompréhensible, nous avons déposé des amendements, monsieur le ministre, conformes aux propositions que nous avons faites pour soutenir les Français qui ont les revenus les moins élevés et qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule. Alors nous vous proposons une nouvelle fois, nous l'avions proposé l'an dernier, vous l'aviez refusé, mais nous vous le reproposons une nouvelle fois de plus, d'inclure une composante carburant au chèque énergie qui bénéficie à 3,7 millions de Français. L'an dernier, votre majorité a refusé cette proposition. Nous vous reproposons de doubler ce chèque énergie, ce qui a un coût de 300 millions d'euros. Nous vous proposons également d'étendre ce chèque énergie version carburant à ceux des 17 millions d'actifs qui prennent leur véhicule tous les jours parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et nous proposons
d'en faire bénéficier ceux qui ont un salaire inférieur à 1 500 € par mois. Cette proposition aurait un coût de 600 millions d'euros. Nous estimons enfin indispensable qu'il puisse y avoir une véritable analyse ou un véritable observatoire sur le pouvoir d'achat des Français. Pour notre pays, Monsieur le ministre, nous espérons sincèrement que vous saurez entendre ces propositions de bon sens et surtout de justice sociale et territoriale. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente Rabault. La parole est à Madame